Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. Et tout d'abord, pour démarrer, une très bonne année 2024 à tous. Eh bien, c'est aussi l'heure pour nous de faire un retour sur 2023, la première année de l'émission. Une année marquée avec de nombreux jeux et aussi beaucoup d'actualités. De nombreux experts qui sont venus partager leur éclairage avec nous. On fait un retour sur 2023 en commençant par l'actualité. On l'a dit, une actualité riche, de l'annulation de l'E3 au rachat d'Activision Blizzard par Xbox, en passant par les rebondissements du trailer de GTA, il y a eu de quoi raconter. J'avoue que pour une première, c'est pas le sujet que j'espérais aborder avec vous. L'annulation de l'E3 2023, le grand salon du jeu vidéo, c'est tombé le 30 mars dernier par un petit tweet qu'on attendait quand même un petit peu pour annoncer Ritpop et l'ESA qui organisent le grand salon annuel du jeu vidéo de Los Angeles, pour dire que la version en ligne digitale et la version physique espérée étaient tout simplement annulées. Voilà, un petit message. Alors, on ne peut pas faire plus court, Oui, c'est efficace. efficace Oui. pour dire ça. Carole, c'était pas vraiment une surprise finalement. Mais non, c'était pas une surprise parce qu'on sera d'accord pour dire que depuis 2019 déjà, c'était, plus du C'est tout la devenu très même dur. chose. On a Jeff Keighley avec son Summer Game Fest qui cartonne et quand tu vois qu'il y a tous les, constructeurs, et éditeurs principaux qui commencent à annoncer qu'ils vont pas y aller parce que, voilà, effectivement, quand tu peux contrôler ta communication et que ça te coûte pas un bras parce qu'aller à l'E3 ça coûte cher, oui, forcément, hein, les, PlayStation, Microsoft, Ubisoft et compagnie, Nintendo, ouais, tout ça. préfèrent, voilà, faire les choses de leur côté et moi, je pense qu'ils ont raison. Ça marche très bien comme ça, même si on perd un petit peu le côté humain, même si on a vécu des périodes fabuleuses, hein, à l'E3, mais on s'y attendait. C'est un peu triste, mais je pense que c'est on va dire le déroulé logique des choses. On tend vers un média qui de plus en plus, hein, devient, virtuel. C'est pour ça. Et tu le disais, c'est pas une surprise. Et effectivement, ce qui est triste, c'est que le 3 c'était un marqueur de l'industrie. Comme d'autres, il y en a quelques autres. Et celui-là, c'était le plus grand marqueur. Et c'est vraiment normal par rapport à l'évolution de la communication on arrive à cette conclusion-là, entre guillemets, qui n'est pas forcément une conclusion d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y aura encore d'autres E3, mais c'est sûr que cette année, ce n'est pas le cas. Finalement, depuis 2010, les choses ont énormément changé. La semaine dernière est tombée une annonce qu'on attendait un petit peu, il faut avouer, le blocage par la CMA, donc l'organe de régulation de la concurrence au Royaume-Uni, du dossier de rachat d'Xbox qui voulait s'offrir Activision Blizzard King pour une petite somme, près de 70 milliards de dollars. Alors, on attendait un oui, et finalement, ça a été un non. C'est un petit peu la surprise. Et l'énième rebondissement dans un dossier bien corsé, Cassim, non? Oui, oui, ça fait 1 an et demi quand même que l'affaire court, hein. Ça a été annoncé en janvier 2022, donc ça remonte, hein. Très bien. 70 milliards de dollars, donc il fallait le faire autoriser par les régulateurs dans le monde, parce que c'est un énorme rachat. C'est le plus gros dans l'histoire de la tech, dans l'histoire du jeu vidéo, dans l'histoire de Microsoft, dans l'histoire d'Activision aussi, évidemment. Et donc c'est un énorme deal pour un constructeur de consoles. Potentiellement, ça peut l'amener à être, à être en situation de force. Et donc les autorités de la concurrence doivent observer ça, que ce soit en Europe, au Royaume-Uni, en Chine, au Japon, aux États-Unis, etc. Ils ont eu le feu vert dans quelques petits pays, mais il faut évidemment, ce qu'on attend en particulier, c'est vraiment l'autorisation des États-Unis, de l'Europe ou du Royaume-Uni. Et en l'occurrence, le Royaume-Uni a décidé de bloquer. Alors, c'est pas le premier à bloquer. Non. Enfin, ou à mettre Mmh. une réserve, dirons-nous. Chloé, aux États-Unis, c'est pas passé non plus. Alors aux États-Unis, les procédures sont très différentes de ce que nous on connaît en Europe. En fait, en Europe, les autorités de la concurrence disent oui, non, alors qu'aux États-Unis, ça doit passer par un procès. Et là, l'autorité de la concurrence américaine a de très grosses réserves sur ce rachat, mais ils sont obligés de passer par cette procédure judiciaire dont l'issue est totalement inconnue. C'était un vrai feuilleton depuis janvier 2022 et ça s'est concrétisé enfin cette année, en fin d'année 2023. Et donc maintenant, PlayStation, Oh, le Xbox, lapsus. le lapsus, et Xbox a le droit de racheter Activision Blizzard King. Donc ça va vraiment grossir significativement les effectifs. On passe d'une entité à peu près 5000 employés. 15 000, c'est ça, on Un avait truc dit. qui va en rajouter plus de 15 000. Donc ça va être vraiment énorme. Ça va dépasser en termes d'effectifs, il me semble, Ubisoft, qui est pour l'instant l'une des Peut-être plus grosses 18 boîtes, avec 000, 18, quelque chose 20 comme 000, ça. ouais, 20 000 employés à travers le monde. Donc c'est vraiment énormissime comme rachat. Et pour le Game Pass, ça veut dire aussi un énorme renfort de jeux qui vont arriver à chaque fois, Day One, chaque année. Et ça englobe aussi les Call of Duty tous les ans qui vont être disponibles en octobre-novembre, tous les ans, dans le Game Pass.
Une actu qui est très chaude, peut-être même brûlante, on Un va peu trop savoir chaude. ça, qui en tout cas nous occupe depuis des semaines, des mois, voire des années. GTA 6, c'est pour quand? On a officiellement qu'une annonce le 4 février 2022 où Rockstar nous a dit oui, le jeu est en développement actif, mais pas de logo, pas d'image, pas d'autres informations. Il y a eu malheureusement de gros leaks l'année dernière. Très très gros. Mais voilà, là, les fans sont vraiment en mode ok, là, on veut la suite, sachant que quand le jeu va être annoncé, il va encore y avoir de l'attente jusqu'à sa sortie. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que là, ça commence à chauffer. Alors justement, pour ceux qui voient l'image, on a derrière nous un tweet Mm. qui a été fait par Rockstar. Paradoxalement, c'était pour GTA Online, Mhm. pour parler, c'est quoi, les 10 ans de GTA Online ça. et pour la fête de la Lune. Dans cette image, les gens ont vu, tu vas pouvoir nous en parler, Mhm. des signes. Le chiffre 6. Le chiffre 6, qui en fait n'est pas un chiffre 6. C'est Bah, le panneau Vinewood. Bah non, Voilà. voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le panneau Winewood du jeu. Toi aussi, tu as envie de voir des signes partout, Nani? Ouais, enfin, faut arrêter. Il y avait eu la sortie, je crois, pour. Pareil, j'étais online déjà, la sortie d'un DLC avec des coordonnées sous le titre, et les gens s'étaient amusés à trouver les coordonnées, à les mettre sur Google Maps, et hop, oh, incroyable, regardez, il y a un 6 indiqué sur un territoire, là, regardez, c'est incroyable. Faut arrêter. Rockstar, en fait, on le sait, ils maîtrisent très très bien leur com, ils cultivent la politique du secret. Et lorsqu'ils seront prêts, ils seront prêts. Moi, je pense qu'en fait, c'est un petit peu un moyen de prévenir les fans en les trollant. Parce que effectivement, en 10 ans, on a eu des trucs, ou même moi. Là, par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que ces dernières semaines, il y a eu vraiment une multiplication de ces images-là. Et donc, du coup, moi, je me suis tapé les 38 derniers communiqués de Rockstar qui remontent jusqu'à avril 2023 pour voir toutes les images qui ont été présentées. Et c'est vrai que là, le panneau Vinewood, Ouais, il n'est pas innocent, voilà. on est d'accord. Sachant que, on rappelle, le mois d'octobre, les 2 derniers jeux Rockstar ont été annoncés au mois d'octobre, à savoir GTA V et Red Dead Redemption 2. Et en fait, pour Rockstar, et notamment Tech2, le propriétaire, la maison mère de Rockstar, c'est un moment charnière, puisque c'est juste avant le bilan trimestriel de Tech2 le plus important qui se déroule début novembre. Et donc, c'est vrai qu'en général, c'est un moment propice pour affoler un peu la bourse, il faut rassurer les investisseurs, etc. Je pense pas que quand tu t'appelles Rockstar et que tu vas annoncer GTA 6, tu en aies forcément besoin. Mais voilà, alors après, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ça fait 10 ans, ça approche. Voilà, donc est-ce que ça approche vraiment dans les prochains jours ou pas, je ne sais pas. Le trailer de GTA 6 qu'on attendait, qui est enfin là et qui a été sujet à rebondissement parce qu'il était là, mais bien avant ce qu'on pensait. Chris, fais-nous un petit résumé de cette magnifique semaine GTA qui ne s'est pas du tout déroulée comme il fallait. Bah, que dire, vendredi 1er décembre, Rockstar annonce que ça y est, le trailer arrive. Bon, pas vraiment grosse surprise, hein, ils avaient un petit peu teasé, etc. Et donc, ça devait arriver mardi 15h, donc bah, tout le monde s'attendait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lundi à 15h, 24 heures avant, ce que je me doutais, ils l'ont fait, mais je me suis dit quand même, ils vont pas le faire aussitôt. C'est un live première diffusion pour découvrir le trailer en live entre fans. Mais ils l'ont fait 24 heures avant. Et moi, je me suis dit, est-ce que c'est prudent de Activer mettre. un lien, est-ce que c'est une bonne idée? Ouais, est-ce que c'est une bonne idée? Bah, ça n'a pas loupé, puisque apparemment, alors d'après ce qu'on a pu entendre, il y a eu des logiciels en fait qui ont généré des liens jusqu'à tomber sur le bon lien. Et en fait, c'est apparemment comme ça qu'ils ont réussi. Et donc, du coup, le lundi soir à 23h45, je reçois un message de ma communauté, même pas un seul message, j'en reçois plein. Et au début, j'ai persuadé que c'était fake parce qu'en fait, je voyais des trucs comme un TikTok. Je me suis dit, ouais, non, mais en fait, c'est. Sauf que en fait, ça a commencé, j'ai commencé à le regarder 1 fois, 2 fois. Je me suis dit, mais attends, c'est bizarre parce que pour un fake, il n'y a pas d'image de jeu qu'on connaît déjà. C'est ça, faut le dire, ouais. Les marques de voitures ne sont pas réelles. Je me suis dit, oula, donc là, on s'est un petit peu renseigné avec des personnes qu'on connaît aux États-Unis qui nous ont répondu, en fait, juste 2-3 minutes avant pour nous dire, oui, non, c'est réel. Et 2-3 minutes avant, quand ils nous ont dit ça, là, on voit Rockstar Games publie un live. Et là, je fais, non, mais attends, à minuit 14. Je fais non mais c'est une blague et non en fait c'était réel et parce qu'en fait la qualité était médiocre donc Rockstar a préféré Rockstar et Tech2 ont été très rapides parce qu'en 5-10 minutes le compte a été supprimé mais bon il y a des gens qui avaient fait des captures etc donc et donc ils ont dit et le tweet m'a brisé le cœur en disant notre trailer a leaké, merci de le regarder dans de bonnes conditions et tu te dis il y a les équipes déjà qui se prennent les leaks de septembre 2022 c'est dur et là mais à 15h on était à 15h de la diffusion et voilà mais bon malgré ça, ça sort et bon ben là, c'est même pas un tsunami. C'est ce qui se passe. On va en reparler, mais en 24 heures, il tape 3 records du monde.
Là, je crois qu'on en est, J'ai pas regardé. 420 millions, non, je 400, crois, un truc comme ça. Non, 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 on en est à Encore 122 millions, je Oh crois. là là. 122 millions, mais il tape 3 records du monde. En moins de 24 heures, déjà, Rockstar a c'était- pris 3 millions d'abonnés sur, sur sa page YouTube. Le trailer de GTA V, lui, bah, les gens ont dû le re-regarder. Il a pris 12 millions. Enfin, on s'y attendait. Moi, j'avais fait un tweet en disant que le monde de la pop culture allait s'arrêter quand on s'est un petit peu moqué. Non, je pense que là, c'est même pas qu'il s'arrête, c'est qu'il n'y a plus rien. Il y a que GTA, les médias en parlent, qui ne sont pas spécialisés, etc. C'est la tendance numéro 1, mais tendance tout court YouTube, pas tendance gaming. On parle de tendance, point. Genre, C'est un vrai phénomène de société. C'est à ça qu'on voit que c'est un phénomène de société, Lox. Alors, complètement. Et là, en plus, c'était Noël avant l'heure déjà, parce que bon, 24 heures près, en plus avec cette nuit encore. Mais clairement, on est sur un phénomène de société. Et en plus, ça transcende encore plus dans le trailer, puisqu'on voit énormément les réseaux sociaux qui sont mis en avant. On est en Floride, on a l'impression d'être sur l'une de mes pages Insta préférées qui s'appelle Only in Florida. Où c'est que ça, en fait, littéralement. Tout ce que vous voyez dans le trailer avec le Joker de Floride, la fille qui twerk sur le toit de la voiture, jusqu'à tout ce que vous voulez. En fait, ce sont des vrais faits divers qui sont tirés de la réalité et qui sont retransmis en fait littéralement dans le trailer. Et c'est là où tu te rends compte que le jeu, il est à la hauteur de la satire sociale qu'il a créée déjà depuis les anciens avec Vice City, etc. Et c'est incroyable. Évidemment, ce n'est pas un trailer d'histoire, c'est un trailer qui pour moi est une démonstration Comme technique toujours. de tout ce qu'ils vont nous proposer. On voit en effet beaucoup de PNJ qui bougent partout. La scène de la plage est dingue, ça grouille dans tous les sens. La ville aussi. Sur l'histoire, on a eu, alors j'ai envie de dire sans surprise à cause des leaks et tout, ce personnage de Lucia, donc qui est, alors en effet pas le premier personnage féminin que l'on peut jouer dans un GTA, mais qui est le premier autour duquel a l'air de tourner l'histoire. Ça a l'air d'être ça la grosse nouveauté. Elle est badass comme pas permis. On sait quand même. Moi, je trouve qu'elle a tous les attributs masculins des jeux habituels. Elle a un côté très mal alpha. C'est elle qui sort de prison, visiblement. C'est elle qui a le bracelet sur l'affiche. C'est elle qui rentre en premier dans la scène de braquage qu'on voit. Marcus, toi qui aime bien le rétro gaming, c'est quoi ta vision aujourd'hui du rétro gaming? Je t'avouerai assez pessimiste parce que moi j'ai eu la chance, alors je suis né en 66, tu parlais soyons cash, je suis très vieux, j'ai 56 ans, j'ai connu Pong, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de jeux vidéo, voilà, donc toute ma jeunesse, j'avais une console à Noël quand j'avais de la chance, etc. Donc j'ai pas pu avoir tous les jeux, j'ai pas pu avoir toutes les consoles. Mais dans les années, on va dire entre 90 et 2000, quand j'ai commencé à être adulte, à travailler, gagner un peu de sous, je pouvais aller sur les brocantes, racheter toutes les consoles que j'avais pas pu m'offrir. Pour 30 francs, c'était des francs à l'époque, on trouvait une Mega Drive avec sa boîte et 10 jeux parce qu'elle dormait au grenier depuis 10 ans et que personne n'en avait rien à faire en fait. Ça, c'était vraiment le bon temps. Moi, j'ai refait toute ma collecte de rétro gaming à cette période-là. Voilà. Entre-temps, il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à faire ça. Les choses ont pris de la valeur. C'était plus sur les brocantes qu'on les trouvait, mais sur Internet. Du coup, sur Internet, tu peux comparer les prix qu'appliquent les autres et les prix, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Et ça devient absolument aberrant. C'est renforcé par 2-3 âneries, genre des ventes aux enchères chez Drouot, où tu as des cartouches de GoldenEye qui étaient en vente à Carrefour à l'époque. Je suis désolé pour les marques. Enfin, dans les supermarchés, sous blister plastique dégueulasse, qui partent à 17 000 €. Des trucs de malade. C'est-à-dire que des gens commencent à spéculer là-dessus comme on peut le faire sur le marché de l'art, en fait. Ce qui est tout aussi stupide, en fait. Donc ça tue petit à petit le rétro gaming. Heureusement, ça reste exceptionnel, ce genre de truc. Mais on voit bien sur Internet, sur les sites d'occasion, etc., les prix montent de plus en plus. C'est aussi, Sylvain, une tendance qu'on retrouve déjà dans le jeu. Il y a beaucoup de jeux en pixel art. Est-ce que ça suit une tendance, une volonté des joueurs d'avoir ce côté un peu rétro, alors qu'on a des jeux sous Unreal Engine aujourd'hui qui sont dingues de réalisme? Comment t'expliques ce paradoxe? Déjà, le pixel art, ça a comme intérêt de... Alors bon, il faut évidemment être un bel artiste pour pouvoir faire du beau pixel art, mais ça a aussi l'intérêt d'être un peu moins cher parce que ça ne nécessite pas forcément un moteur dernier cri, etc. Donc c'est davantage pour les développeurs indépendants. Donc on voit effectivement chez les indés, il y a cette tendance-là qui part vers le pixel art, et puis parce qu'il y a un public, tout simplement. Je pense que le succès de nombreux titres en pixel art a montré Dead que c'était... Cells, Celeste, des choses comme ça. a montré que c'était la chose à suivre pour la suite. Est-ce que ça perdurera? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours une place pour les graphismes, on va dire, rétro, même si je pense que c'est bizarre de dire graphisme rétro en parlant de pixel art, parce qu'il y a tellement de détails du pixel art aujourd'hui, alors que, je vous rappelle de Zelda 2, par exemple, ça ressemblait pas du tout au jeu d'aujourd'hui, et pourtant c'est du pixel art. Prends Mario déjà. Donc
Donc remettons un petit peu les choses comme elles sont. Mais voilà, pour autant, je pense clairement il y a une tendance et elle va continuer. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il doit y avoir une place pour le jeu vidéo de ce type-là aujourd'hui. On nous avait promis une année 2023 riche en jeux d'ampleur, et bien nous n'avons pas été déçus. Du surprenant Baldur's Gate 3 que l'on n'attendait pas, en passant par The Legend of Zelda ou encore Spider-Man 2, il y en a eu pour tous les goûts, de quoi débattre entre invités et aussi faire de belles découvertes. Un premier aperçu de Spider-Man 2 qui sort le 20 octobre. PlayStation nous a permis d'y jouer quelques heures. Alors certains beaucoup plus vite que d'autres, comme Max, qui a plié la démo, qui a tracé. Nous, on a pris notre temps avec Momo. Sur les nouveautés en termes de gameplay, c'est surtout axé autour des pouvoirs. Miles Morales, on avait déjà pu tester ça quand c'était sorti. Il a des pouvoirs électriques, en plus d'avoir des pouvoirs d'araignée. Il se trouve que maintenant, effectivement, il y a le symbiote qui arrive sur Peter, qui lui donne lui aussi des pouvoirs. Et donc, en termes de gameplay, on a un peu cette nouveauté avec R1 qui permet de gérer les gadgets et L1 qui permet de gérer cette fois-ci les pouvoirs qu'on voit à l'écran ici. On est beaucoup plus puissant que dans les précédents jeux, mais en même temps, il y a aussi beaucoup plus d'ennemis qui nous attaquent en même temps et qui sont eux-mêmes particulièrement redoutable. Moi, j'étais un peu un psychopathe parce que le premier, j'ai plus d'une centaine d'heures. Je pense qu'Obama doit y avoir une cinquantaine juste de balade. Juste de balancement. Ouais. Mais ça, c'est magnifique. En fait, je kiffais ça. Vraiment. C'est magnifique, la reconstruction. C'est le plaisir du jeu. C'est le plaisir du jeu. Après, à voir, je me demande juste, parce que c'est un peu le point où là, je suis un tout petit peu réservé, même si j'ai énormément kiffé ce que j'ai fait dans le jeu. J'ai un peu peur sur les missions secondaires. À titre perso, c'était une carence du premier, je trouve. Même s'il y avait des quêtes secondaires qui étaient plutôt cool, c'était pas les mieux écrites. On sent qu'Insomniac n'était pas forcément à l'aise avec ça. Et aussi pour les objectifs annexes, les crimes aléatoires, une fois que tu as ramassé 3-4 pigeons, etc., c'était quand même un peu limité. Et j'ai un tout petit peu peur, en tout cas en l'état actuel, qu'on parte sur quelque chose de similaire, ce qui serait un peu dommageable. De ce qu'on a vu, moi j'ai trouvé aussi que les quêtes secondaires n'étaient pas hyper intéressantes. C'était similaire. J'en ai testé quelques-unes, c'était pareil. Ils les ont juste rendues peut-être... Je crois qu'ils ont mis un petit peu d'aléatoire dedans. Tu sais, les missions secondaires, quand tu les faisais, c'était toujours les mêmes cutscenes, les mêmes QTE à faire. J'ai l'impression qu'ils ont mis un peu d'aléatoire dedans ou qu'ils ont accéléré certaines choses. Encore une fois, vous attendez pas à des grosses nouveautés. Je pense que la principale nouveauté, si vous devez en attendre une, elle se situe au niveau de l'histoire. Soit la main story va vous passionner et vous allez vraiment vivre quelque chose de nouveau qui va vous faire kiffer. Si vous êtes du genre à passer les cinématiques et à juste vous concentrer sur le gameplay, c'est juste un DLC de 20 heures, on va pas se le cacher. Maintenant, c'est ce qui va convenir à beaucoup de gens. Dans ce Tears of the Kingdom, on a vu, alors comme tu disais très justement Maxime, on a eu des bribes d'informations au fur et à mesure. On a quand même eu l'occasion de voir certaines nouveautés, dont ce travail avec l'eau. Il y a ce mystère autour de l'eau. Alors messieurs, vous avez eu l'occasion d'y jouer quelques heures en preview. Est-ce que vous avez avancé sur cette énigme de l'eau ? Alors, c'est plus l'espèce de petite matière verte, ouais, c'est ça ? Voilà, là. Enfin, oui, je dis de l'eau. Alors, moi, j'appelle ça la glu. Oui, c'est je ne sais pas ce que c'est. De pâte pour amalgamer. D'ailleurs, le pouvoir, étonnamment, s'appelle amalgame. Et il permet d'amalgamer différents éléments, etc., pour fabriquer des nouvelles armes ou des petits véhicules, des appareils. Et donc là, clairement, là, une fois de plus, je te dis, je trouve que c'est moderne. Et alors, Nintendo a toujours été une boîte moderne rétro. Là, c'est-à-dire que tu as littéralement un pouvoir qui te dit tu peux assembler ce que tu veux, enfin plus ou moins ce que tu veux. Donc tu peux faire des véhicules, tu peux recréer des armes, tu peux fusionner une lance et une épée pour faire une lance épée qui va frapper plus fort et atteindre plus loin un ennemi. Donc tu as vraiment beaucoup plus de possibilités dans la construction. Et c'est vrai que du coup ça enrichit le gameplay et ça le complexifie d'une certaine manière. Et tu as aussi un pouvoir pour remonter le temps. D'accord, qui n'existait pas en effet dans le précédent et qui peut te servir dans les combats. Par exemple, si un ennemi te balance une caisse explosive, tu peux, si tu as le temps, si tu as le réflexe, lancer le pouvoir de remonter le temps sur la caisse. Comme ça, la caisse va revenir sur lui et exploser sur lui. Donc, tu as beaucoup plus de possibilités. C'est-à-dire que, tu vois, tu vas arriver, on va te dire, bon là, tu as un camp ennemi. Le camp ennemi, tu peux l'attaquer de 1000 façons. Tu peux y aller à l'infiltration. Tu peux y aller en maximisant tes pouvoirs. Tu peux y aller avec un véhicule. Tu peux même l'éviter. C'est-à-dire que si ton objectif est derrière la ligne ennemie, tu vas prendre un truc. Moi, par exemple, j'ai fait un ballon dirigeable. Je suis complètement passé au-dessus. Ils m'ont même pas vu. Et puis, hop, j'ai sauté avec ma petite parabole. Je suis passé derrière eux et je me suis barré. Et j'ai repris mon coffre. Et puis, hop là, au revoir, merci, personne m'a vu. C'est un jeu qui va obliger à sortir de sa zone de confort. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout, on est loin
des bases. Ah oui. On est loin des fondamentaux. Et là on s'approche encore, on oui, s'approche est-ce que plus ça d'autres jeux. Oui et non. Oui et non. Mais un petit peu quand même. Oui, mais tu as quand même le corps du gameplay est Mm. quand même là. C'est-à-dire que tu peux jouer de manière très classique. Tu vas galérer du coup. Tu vas galérer. Tu vas, Ouais. Si tu Ouais. vas juste avec un bout de bois et un bouclier. Parce que le jeu un t'y bouclier. pousse, hein, quand Oui, même. c'est ça. Le jeu t'y pousse, et puis il y a beaucoup de choses que vous découvrirez où quand Mm. même les pouvoirs sont nécessaires et la construction, elle a vraiment été mise Oui, le gameplay, au cœur de les l'équation. énigmes, etc. Tu peux pas faire le jeu sans un minima essayer de te plonger un petit peu dedans. On va parler Final Fantasy XVI, donc qui sort le 22 juin sur PS5. Donc c'est une aventure assez longue, 100% action pour le coup, parce que ça se veut vraiment destiner à un public occidental et à un public de nouveaux joueurs. C'est une histoire qui est assez dirigiste. Par contre, il y a beaucoup de cinématiques, il y a 11 heures de cinématiques, mais rassurez-vous, on ne les subit pas parce qu'en fait le rythme du jeu fait qu'en sorte On peut pas les zapper. En plus, on peut elles les sont zapper, bien sûr. vachement Bien elles sont sûr. super bien. Mais c'est l'intérêt principal du jeu, donc en fait tu n'as pas envie de les passer. C'est pour Mais ça. c'est bien rythmé pour le coup. Donc oui, pour le coup, c'est un très bon jeu. On sent que la saga a appris de ses erreurs pour le coup et veut aller de l'avant en livrant un jeu qui est fini avec une histoire complète et un système de jeu qui tient la route. Et c'est très important après FF15 qui avait un début un peu compliqué. C'est beau ce que tu dis, un jeu qui est fini. On se C'est félicite vrai. d'un jeu fini à la sortie. C'est vachement rare maintenant quand même. Alors comment tu vas me convaincre d'y jouer, Victoria? Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Et en plus, si je peux ajouter, le système de combat, c'est quand même largement allégé. C'est-à-dire qu'avant, tu gérais une équipe de entre 2, 3, 4 personnes, 5 personnes. Il fallait changer tous leurs équipements et tout. Moi, j'adorais ça, genre vraiment trop bien. Je regrette un peu qu'il n'ait pas gardé, mais si tu connais pas Final Fantasy, faut foncer parce que c'est beaucoup plus simple en fait. Donc voilà. tu te soucies quasiment de rien. En plus, c'est beau. En plus, il y a plein de trucs. Les musiques sont géniales. Enfin, franchement, il faut foncer de ouf. Adi, toi tu vas nous parler Facile. de Baldur's Gate 3. Bah évidemment, le futur Game of the Year, le vrai GOTY, virez-moi les Spider-Man, les Zelda, les Street, les ce que vous voulez, la Alan Wake. Non, Baldur's Gate il est sorti en août et encore aujourd'hui j'y joue et j'ai envie de faire toutes les classes, toutes les persos, toutes les fins, genre tout. Ce jeu il est incroyable, il n'est pas autant hypé qu'Elden Ring, mais je trouve qu'il réussit ce même pari entre guillemets de proposer un CRPG, donc un jeu de rôle mais avec des dés en mode jeu de rôle Donjons et Dragons, qui marche, qui fonctionne, qui est beau, qui est palpitant et qui te donne envie de... Je ne pense qu'à ça. Je n'ai envie de jouer qu'à T'en as Baldur's combien Gate d'heures 3. Bah là on en est à plus de 100 heures et j'ai toujours pas fini ma première run, donc on a largement le temps. Donc si vous avez 100 heures cette semaine à Minimum. Baldur's Gate 3. Le mode invasion, c'est un peu la grosse nouveauté de ce Mortal Kombat 1. Comment est-ce que tu nous l'expliquerais pour les gens qui connaissent pas et qui voudraient se mettre justement à Mortal Kombat? Ok, donc le mode invasion, c'est un nouveau mode de jeu qui a été mis en place, qui va fonctionner sous format de saison, donc qui va se mettre à jour tous les 60 jours, pardon. Et c'est une sorte de jeu de plateau où on se déplace sur des cases. Et à chaque case, on va trouver soit un adversaire ou soit des séquences de jeu comme teste ta force ou des embuscades comme par exemple dans Pokémon, tu vas marcher, il y a des Pokémon qui vont venir sur toi, 3 ninjas qui vont essayer de t'assassiner. Ouais, là ils sont moins sympas les Pokémon. Là ils sont moins sympas effectivement. Et dans ce mode invasion, tu vas pouvoir du coup débloquer du contenu pour le jeu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode invasion a son histoire, son petit lore. Donc tous les 60 jours, il y aura un lore spécial pour chaque saison du mode invasion. Par exemple, pour cette saison, et je trouve ça assez violent parce que du coup il y a un de mes personnages préférés dedans, ça va se concentrer sur Scorpion. Pour la petite histoire rapidement, Scorpion de base c'est un esprit vengeur dans Mortal Kombat parce que sa femme et son clan et son enfant a été assassiné par le clan rival et il revient en esprit vengeur pour se venger de ces gens-là. Du coup, ce qui se passe dans la saison 1, c'est que Scorpion cherche une timeline où sa femme reste vivante. Et la seule timeline où sa femme reste vivante, en fait, elle épouse l'homme qu'il a assassiné dans toutes les autres timelines. Et du coup, Scorpion furieux, il dit bon, si je peux pas avoir ma femme, personne va l'avoir. Donc il tue tout le monde. Tant qu'à faire. Et tant qu'à faire. Comme ça, c'est réglé. Et du coup, c'est le boss de la saison 1 du mode invasion. Est-ce que c'est pas d'ailleurs la différence de Mortal Kombat par rapport à d'autres jeux, c'est ce mode histoire, enfin ce mode histoire. Le fait qu'ils Il y a pas mal de s'arrêtent modes un de jeu, peu sur l'histoire. Il y a une vraie histoire, c'est pas juste de la baston. Non, exactement, oui. Dans le mode invasion, vous allez avoir tout ce qui est aussi entraînement, tout ce qui est aussi tour du temps, des tours avec des modificateurs et autres. Donc tout ça, c'est pas mal. Il y aura le mode invasion qui va se faire d'un côté et il y aura le mode histoire qui va se faire de l'autre. Le mode histoire du jeu. Donc le mode histoire, c'est la forme qu'ils ont adoptée depuis Mortal Kombat 8, c'est-à-dire MK versus DC, où, comme je le disais en début d'émission, on est sur un format film, tout simplement en animation 3D, et on prend la manette à chaque combat seulement. Ouais, ouais. Donc il y a le mode histoire à faire, à côté il y a le mode invasion à faire, et dans le mode invasion il y a pas mal de subtilités aussi à faire. Est-ce que le gameplay devient enfin
abordable pour des gens plus comme moi ou comme Max et moins pro comme toi? En fait, ça fait très longtemps que le gameplay est abordable. C'est que le jeu de combat, malheureusement, a énormément d'idées reçues. Et aussi, ce truc dont j'en parlais beaucoup sur le stream à l'époque, où généralement les gens voient les jeux de combat comme je prends la manette, j'appuie sur des boutons au hasard et j'arrête. C'est pas ça? Là où, malheureusement, non. Là où, par exemple, sur un League of Legends, les gens vont se dire j'ai envie d'apprendre à jouer. Fortnite, faut que j'apprenne à jouer. Un jeu de combat, faut aussi que tu apprennes à jouer en fait. Et du coup, les gens s'en rendraient compte s'ils prenaient un peu plus de temps à lire le tutoriel, mais ça fait vraiment une dizaine d'années que les jeux de combat sont devenus très accessibles. Est-ce que vous recommandez alors ou pas ce Call of Duty, Modern Warfare 3? J'ai terminé la campagne. Donc oui, en fait, c'est une campagne qui, je pense, souffre un petit peu des problèmes qui ont été un peu, observés dans les Call of Duty ces dernières années. Moi, je trouvais déjà l'année dernière que la campagne s'apparentait plus à une sorte de collection d'expériences un petit peu. C'est la suite directe, on va le dire, du Oui, Modern tout à Warfare fait. 2. Ça, c'est une première déjà Oui, chez c'est ça, eux. c'est la Ils première enchaînent, fois. c'est vraiment, on Voilà. reprend la même idée avec le personnage Makarov qui est plus au centre Oui, tout dans à fait. celui-là. Ouais, c'est important de le préciser parce que c'est la première fois que ça arrive. Donc, on a une histoire qui suit vraiment directement ce qui s'est passé. Mais voilà, déjà, c'est une campagne qui est très courte, qui tente des choses, mais qui n'arrive pas forcément à vraiment les concrétiser. Là, cette année, on a une nouveauté qui s'appelle les Open Combat Missions. En fait, c'est des missions qui sont plus ouvertes. On va pouvoir aborder les objectifs comme on veut, choisir son équipement, tout ça. Mais voilà, en fait, c'est déjà, moi, je trouve que ça pose des problèmes en termes de rythme. Et en fait, je trouve que vraiment, on n'arrive pas à renouer avec cet effet un petit peu roller coaster qu'on avait il y a genre 5-6 ans en arrière, où vraiment on est pris dans une sorte de frénésie de l'action. Là, pour le coup, on a l'impression de buter à chaque fois sur des missions qui s'achèvent trop tôt et le rythme en pâtit. Et voilà, c'est clairement pas aussi marquant que ce qu'on avait il y a plusieurs années. Vous avez eu la même impression? Alors oui, mais complètement. En fait, étant un grand amateur quand même des campagnes de Call of Duty, je peux dire que là, c'est une véritable déception, pour ne pas dire un petit scandale. La vérité, la supposée T'as le droit vérité. de le dire, hein. Ouais, c'est vrai, d'accord, je le dis alors. La supposée vérité, c'est qu'en vrai, il devait apparemment ne pas y avoir de Call of Duty nouveau, inédit pour cette année. Et qu'à la place, Activision avait prévu un pack de DLC premium pour Modern Warfare 2 qui était sorti l'année dernière, qui comprenait toutes les cartes du vieux MW2 de 2009, remasterisé. Et finalement, en cours de route, Activision s'est dit, bon, il faudrait quand même qu'on en fasse un jeu complet. Ce serait dommage de ne pas en avoir un cette année. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ils ont transformé ce pack de DLC-là en Modern Warfare 3, qu'ils vendent comme un jeu plein pot. Et la vérité, c'est qu'en fait, c'est littéralement une extension de Modern Warfare 2. Il n'y a pas de trophée platine, par exemple, dans Modern Warfare 3, ce qui est un scandale. En vrai, quand tu achètes un jeu plein pot, ça en dit long. Quand tu vas dans les trophées de Modern Warfare 3, ils sont mêlés directement avec ceux de Modern Warfare 2, comme si c'était une extension. Ils ont mis les mêmes cartes, Ils ont mis les mêmes cartes, les mêmes maps, les cartes et de d'autres. 2009. Et la campagne solo dure 4 heures, et dedans, les missions en zone ouverte, c'est juste c'est un tutoriel. T'as l'impression de jouer à Warzone, mais contre des PNJ. Oui, c'est Désolé, il n'y a Ouais. pas de mise en scène, c'est plat. Non, c'est un jeu rushé. Voilà. T'as eu la même impression? T'as eu le temps de mettre la J'y ai- main? je l'ai pas touché. T'es comme moi, t'as pas eu le temps de... Mais- on s'en remet à vous, Mais messieurs. après, cela dit, je sais pas si tu as eu l'occasion de jouer à la bêta, mais moi je trouve que, voilà, en termes de gameplay multijoueur, je trouve qu'ils sont toujours aussi solides. Bien sûr. Et voilà, en fait, même dans cet épisode, donc c'est la suite de celui de l'année dernière. En même temps, ils ramènent des cartes qui datent de 2009, donc en version remasterisée. Mais aussi en termes de gameplay pur multijoueur, ils font un petit peu une sorte de petit rétro-pédalage. Ils ramènent notamment la mini-carte classique. En fait, il y avait toute. Ils jouent quand même la nostalgie. On parlait de nostalgie Oui, sur celui-là. très- Dans ce qu'ils très nous ont clairement. annoncé quand même, hormis voilà, des missions différentes, des choses, c'est quand même pour le coup du ressucé. Oui, ça évidemment, va. mais parce qu'après, il y a aussi toute une partie du gameplay, vraiment des éléments très précis, donc par exemple comme la mini-carte qui sont redemandées par les joueurs depuis très longtemps. Et donc on voit bien que l'année dernière, c'est un épisode assez innovant en termes de gameplay, il y avait des notions de parcours, ce genre de choses. Et là maintenant, on revient à des formes de fondamentaux. Mais en fait, voilà, moi j'ai trouvé que pour avoir pris le multijoueur en main, que ça marche toujours aussi bien, quoi. Donc on est un petit peu dans un entre-deux. Bon bah oui, entre guillemets, c'est feignant, on revoit une formule qu'on a déjà vue plein de fois, mais quelque part, ça marche toujours aussi bien. Il faut la vendre dans ce cas plutôt comme une extension, mais comme un jeu complet vendu 70 €, vu Ouais. ce qu'il te propose à l'intérieur. Je trouve que là c'est plus douloureux que Oui, les après, on n'a opus pas parlé précédents. du mode zombie, mais voilà. Il y a aussi ça. Certes. Ouais. Si vous n'avez pas Modern Warfare 2, pourquoi pas? Mais en vérité, prenez Modern Warfare 2, je pense. Voilà, il coûte moins cher. Alexis, pareil. Ouais, il faut attendre de voir vraiment d'évaluer le multijoueur, mais c'est vrai que la campagne pour l'instant n'est pas très engageante, quoi. C'est vrai. Campagne solo, absolument pas. Ne misez pas dessus. Je voudrais qu'on parle de Resident Evil 4, Resident Evil 4 en français approximatif, qui cartonne depuis sa sortie fin mars, qui est un remake, rappelons-le. Donc là, on revient avec un remake qui, effectivement, apporte tellement au jeu que c'est le même jeu, mais c'est
plus la même chose à la fois. C'est-à-dire qu'on a une reconstruction qui fait que les joueurs qui l'ont fait en 2005 le reconnaissent. C'est le même jeu, c'est RE4. Mais c'est plus du tout la même Mais on chose. joue pas la même chose. Gameplay moderne, évidemment. De nouvelles mécaniques de gameplay. On peut faire de l'infiltration. Ils ont ajouté notamment un couteau qui peut se casser désormais. Donc ça ajoute encore à la dimension survie. On peut contrer beaucoup d'ennemis aussi. Mais qu'on on pouvait peut, pas faire surtout, avant. on peut surtout tirer et courir en même temps. En même temps, et oui, gameplay, Oui, gameplay évidemment. Moi, moderne. ce qui a été la ce qui m'a frustration. énervé, C'était presque injouable en version 2005. Oui, bah oui, c'était tu pouvais pas- insupportable. Il tu fallait pouvais pas. choisir. Très inspiré d'ailleurs, on peut le dire, même la gestion des armes, le fait de pouvoir switcher d'armes en même temps, très inspiré de The Last of Us finalement. Voilà, on peut faire de l'infiltration. C'est un jeu qui va beaucoup plus loin, même dans l'écriture des personnages. C'est pour moi l'un des plus grands jeux de tous les temps. Resident Evil 4, très clairement, il a révolutionné et inspiré tellement d'autres jeux derrière. On pourrait citer Gears notamment. Bien sûr. Et c'est vrai que là, ça surcartonne et chapeau, parce que Capcom, en termes de remake, Ils on font des peut bonnes dire choses. qu'ils ça vole Ils se très fichent très haut. pas de la gueule du monde, je suis tout à fait Ah d'accord oui, avec oui, ça. Mais ce qu'il faut comprendre avec le Resident Evil, c'est que le premier était une révolution, donc dans le survival horror, comme tu as dit, le jeu de survie horrifique. Et derrière, Resident Evil 4 cassait les propres codes de Resident Il y a plus de Evil zombies. pour créer quelque chose de nouveau. Et exactement, notamment. Et ce qui se passe avec cet épisode-là, c'est qu'ils l'ont refait. Ça a la même forme, le même goût, j'ai envie de dire, mais les sensations sont pas les mêmes. Et c'est ça qui est très fort. Et le truc est beaucoup plus, le jeu est beaucoup plus dynamique, efficace, plus moderne en fait. Ils ont réussi à moderniser vraiment leur jeu, ce que tous les remakes n'arrivent pas à faire. Pour le coup, Dead Space avait réussi, mais à mon sens. Mais là, il y a des différences qui sont majeures. Tu en parlais en détail il y a quelques secondes. Là, on les ressent dès qu'on joue. Et ça fait la différence. Au-delà du scénario qui a aussi un tout petit peu changé. Enfin, Oui, c'est vrai, ils ont apporté plein de petits. C'est vrai, ne spoilons pas, mais ils ont changé pas mal de petites choses. La finalité reste la même, mais comme tu dis, c'est la même saveur, mais en plus. C'est décuplé, c'est plus moderne, Waouh. c'est plus agréable. Et ça va parler aux nouvelles générations qui n'ont jamais joué à celui d'avant, mais aussi à ceux qui ont joué à l'ancienne version, parce que les différences sont d'importance et suffisantes pour justifier l'achat. Star Wars Jedi Survivor, que nous avons eu l'occasion de voir un petit peu en avance et de mettre la main dessus. Le jeu est plus fluide, le jeu est plus épique, je trouve le jeu plus dynamique. Cal, effectivement, belle évolution qui est vraiment palpable. Déjà, sur le point de vue physique, effectivement, on sent qu'il a pris quelques années un peu dans la figure. Petite barbe de 3 jours, etc. Ah oui, il a vieilli, il fallait comprendre qu'il s'était passé 5 ans, il a des barbes et des cicatrices. Tu remarqueras qu'on rajoute toujours un peu de barbe pour un personnage qui a vieilli, c'est un truc de ouf. Mais messieurs, il faut y penser là pour ne pas paraître plus vieux. C'est vrai, totalement. J'ai encore des choses à faire là-dessus. Mais non, effectivement, tu sens que voilà, il y a eu beaucoup qu'il a vécu pas mal de choses, etc. Et beaucoup plus de maturité aussi. Et les combats aussi, juste pour parler de ça, effectivement, je les sens beaucoup plus pas punitifs, mais genre beaucoup plus viscéraux, on va dire. Je les ai trouvés plus dynamiques et ça y va. Ça tape quand même pas mal. Donc, en tout cas, faut voir comment est-ce que ça va être sur l'intégralité de l'aventure. Mais en tout cas, sur la session qu'on avait pu faire et tout, notamment sur Kobo, on a rencontré pas mal d'ennemis, on a un bestiaire plus de possibilités, plus de possibilités et tout, notamment sur l'exploration. Ça me semble être vraiment la bonne évolution, en tout cas, du jeu de base qui avait quand même plu. Malgré le jeu de base était pas mal, j'avais trouvé un peu trop couloir. Oui, pour moi. c'est ça. Là, l'exploration, elle aura une plus part de liberté plus importante, et surtout, elle est moins punitive. Parce que c'est vrai que dans Fallen Order, on avait tendance à explorer des zones et finalement, ça nous apportait pas grand-chose. Alors que là, dans celui-là, ils ont voulu vraiment qu'il y ait des accessoires, des objets à trouver, etc. Ils ont mis plein de secrets. Donc c'est plutôt un très bon point puisque l'exploration ça s'adapte parfaitement à Star Wars et particulièrement à Jedi Survivor qui présente des très grands environnements. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est vraiment explorer tout ça, quoi. Cette année, on a eu beaucoup de jeux sur la France. Il y a eu Dordogne dont on a beaucoup parlé, qui alors pour le coup recoupe tout ce que tu as dit, c'est-à-dire la patte artistique complètement différente de ce qu'on voyait dans le jeu. Le fait d'être en France, de représenter aussi une France un peu nostalgique, ça marche aussi à l'international parce qu'on a un peu les clichés français ou pas? Oui, il y a sans doute un peu de ça sur un jeu comme Dordogne. Enfin, effectivement, je pense que les gens qui l'apprécient à l'étranger ont ce côté ah oui, c'est ça la France. Enfin, voilà, Tu fais super bien avec l'accent. Je peux le faire avec l'accent périgourdin aussi après si vous voulez. Mais voilà, mais oui, il y a forcément un petit peu de ça et surtout qu'en plus tout le jeu est à l'avenant de ça. C'est-à-dire qu'il y a pas seulement les décors et les lieux en fait qui sont de la Dordogne. Il y a vraiment ce côté peint à l'aquarelle. Il y a ce doublage assez délicieux aussi. Il y a tous les petits éléments en fait d'époque parce que ça se passe dans les années 80 aussi. Donc il y a tout le côté nostalgique. Donc oui, ça joue aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a aussi au-delà de ça vraiment ce côté, c'est pas juste un jeu touristique, quoi. Il y a un truc, il y a une histoire, il y a une manière aussi de prendre un petit peu le joueur par la main en lui disant ah regarde il va se passer ça, puis en fait il se passe autre chose, et puis en fait on va peut-être sur des thématiques un petit peu plus sombres, un petit peu plus sérieuses, tout en restant dans quelque chose de très léger dans l'ambiance.
Donc voilà, il y a cette patte-là, en fait, il y a cette écriture, en fait, vraiment au sens très large, pas uniquement le texte, mais il y a cette écriture vidéoludique qui est très typique de la France. Et pour A Plague Tale, voilà, il y a à peu près la même chose qui marche, c'est que nous, quand on joue à A Plague Tale, notamment le premier, moi je sais que j'ai grandi un petit peu près de Bordeaux et les forêts du jeu, je les ai retrouvées. Enfin, je me dis, oui, oui, je me suis baladé dans cette forêt, je sais comment, je les reconnais, les arbres. Voilà, Ouais, je vois, je vois où c'est. Et à l'international, oui, il doit y avoir ce côté, ah ouais, c'était ça la France médiévale, c'était comme ça. Dans une catégorie dont personne ne comprend les tenants et les aboutissants, qui est jeu à impact, c'est Chia. Il y avait Chance of Scénar et Chia, bon, plus Terranil, plus d'autres jeux. Hein. Mais là, on la joue Cocorico français. J'aurais misé tout sur Chance of Scénar. Ah ouais. J'ai adoré Chia, mais honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Ah, moi je l'ai. Alors moi, sur le prix avant jeu la sortie impact, du jeu, j'étais sûre. Ah non, mais moi, sur l'aura du jeu, ce qu'il apporte, j'ai adoré Chia. Mais sur le côté, avoir un prix par rapport à... Voilà, il y avait Terranil dedans, qui est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui sur son côté environnement. Il y a Chance of Scénar, dont on a beaucoup parlé aussi, sur son côté tour de Babel, apprentissage des langues et tout. J'avoue que Chia, j'étais déjà étonnée qu'il soit dans cette catégorie-là. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a vraiment tout l'aspect culturel, jusque dans le langage des Une lettre personnages. d'amour à la C'est Nouvelle-Calédonie. une lettre d'amour d'un studio néo-calédonien Et à sa à culture. l'environnement au passage. Son Ils ont environnement et été tout. 9 à le développer. Voilà, moi j'ai adoré ce jeu-là, donc aussi. vraiment faites-le si vous ne l'avez pas fait. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui soit primé. Dans Multijoueur, on vous a aussi emmené au cœur des événements, de la Gamescom à Cologne en Allemagne à la Paris Games Week, en passant aussi par l'Accor Arena de Paris-Bercy, où l'on a pu suivre la victoire de Vitality au Major CSGO. Le jeu vidéo, ça se vit de l'intérieur avec ceux qui le font. Nous sommes à Cologne, c'est là que se tient la Gamescom, le salon du jeu vidéo européen. C'est l'occasion pour les professionnels, mais aussi pour le grand public, de venir découvrir les jeux que nous attendons tous, comme Starfield par exemple, mais aussi ceux qui sont déjà sortis que vous pouvez redécouvrir, et ceux qui animeront la rentrée, une rentrée très très dense. Et pour l'occasion, eh bien, nous avons croisé tous ceux qui font le jeu vidéo, les cosplayers, et bien aussi les joueurs, et aussi les créateurs de jeux vidéo. C'est parti pour une émission un peu spéciale. Ça fait plusieurs années qu'on est à la Gamescom. C'est un événement majeur dans le jeu vidéo. C'est un événement qui se produit en Allemagne, mais qui est connu à travers l'Europe depuis un certain temps, mais qui de plus en plus est connu dans le monde. Il y a des événements majeurs comme l'E3 qui n'ont pas eu lieu cette année. Donc je pense que la Gamescom est encore plus importante cette année que ça ne l'a été dans les années précédentes. Banishers n'avait jamais vraiment été présenté au public avant aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a la possibilité de montrer du gameplay avec pas mal de minutes. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui avec 15 minutes de vidéo où on peut montrer notre jeu. Et je pense que le jeu était très attendu par nos joueurs. Et on est à quelques mois maintenant de la sortie du jeu, donc c'était pour nous une véritable opportunité de savoir ce que nos joueurs aussi pensent de notre jeu. On a eu quelques retours de joueurs et joueuses surtout à travers les playtests qu'on a pu effectuer, qui sont plutôt positifs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on fait pas mal d'itérations au fur et à mesure des années pour que nos jeux soient toujours de meilleure qualité. Et là, on arrive au moment où voilà, on est à peu près sûr de nous, on sait qu'on a fait à peu près, a priori, du bon travail. Nous sommes à la Paris Games Week, à Paris, porte de Versailles. Le salon du jeu vidéo français reprend ses quartiers jusqu'à dimanche. Un endroit où vous allez pouvoir découvrir les derniers jeux sortis, ceux qui vont bientôt sortir, les principaux éditeurs, les métiers et aussi faire de drôles de rencontres dans les allées. Bonjour Donald. Bonjour, comment ça va? Vous l'avez reconnu ou pas? Spider-Man sans le masque, c'est lui. Exactement, et toujours une araignée qui traîne. Alors qu'est-ce que tu fais de beau ici? Bah justement, je suis venu voir si tout se passait bien pour Spider-Man 2 parce que je surveille de bout en bout la sortie de ce jeu. On est avec Nicolas Vignol, délégué général du CEL et surtout patron de la Paris Games Week. Comment ça va Nicolas? Ça va? Alors ça démarre, un peu de stress? Du stress, oui, il y en a toujours un petit peu. On attend les visiteurs. Et alors, c'est quoi la thématique? Sont quoi les gros changements cette année de la Paris Games Week?
Alors, on a voulu reprendre les recettes qui marchaient les années précédentes. Beaucoup de fêtes, des communautés du rétro gaming, du cosplay qui vont trouver leur compte de fêtes et de rendez-vous festifs. Beaucoup de nouveautés jouables sur le salon et puis beaucoup d'e-sport dans le Hall 3, une scène et une programmation absolument démentielle en termes d'e-sport. Donc voilà, on a voulu reprendre les recettes du passé mais pousser un petit peu plus loin. Avec cette édition Next Level. Voilà, c'est Next Level, donc ça veut dire que cette année c'est encore plus grand. Il y a 3 halls, mine de rien. On revient un peu à ce qui se faisait avant le Covid ou on tempère quand même? Alors en termes de taille, ça ressemble à ce qu'on faisait avant le Covid et pour autant le Covid est passé par là. Donc ceux qui vont venir à la Paris Games Week, ils vont voir un salon nouveau. On a voulu, et c'est complètement assumé, on a voulu aussi mettre beaucoup plus de pop culture, mettre du cinéma, mettre de la musique sur la grande scène, mettre encore plus de cosplay partout dans le salon, mettre du sport. Dans le hall dédié à l'e-sport, on invite aussi le sport à 1 an des Jeux Olympiques. Il y aura du basket, il y aura un énorme skatepark. Donc voilà, c'est à la fois la Paris Games Week de 2017, 2018, 2019 et pas complètement cette Paris Games Week là, c'est une nouvelle édition. Vitality est en finale, Counter-Strike contre Gamer Legend. C'est pas vraiment une surprise quand même, on vous attendait là. Alors, d'une certaine manière, c'était notre espoir évidemment, être en finale et espérer gagner le Major à la maison. Après, la réalité, c'est qu'on n'avait jamais dépassé le quart de finale d'un Major. Donc si, c'est quand même une surprise et un grand moment pour nous, bien sûr. Paul? Oui, il est modeste parce qu'en ce moment, Vitality était quand même la meilleure équipe avant le début du tournoi. Et je pense que c'était l'objectif. C'est l'objectif. Après, il faut le faire en sport. Voilà. Donc, on n'est pas surpris de les voir là non plus. Vous aurez d'autres événements en France, c'est sûr. C'est vrai. Je pense qu'en écoutant cette... Normalement, voilà, on nous en a promis un par an. Si vous avez une info, Roby, c'est le moment de la lâcher. Pour l'instant, j'ai pas d'infos. Aujourd'hui, Vincent Pereira, qui est le responsable e-sport au CIO, est quelqu'un qui connaît bien l'e-sport et qui essaye d'apporter petit à petit ces notions-là au niveau du Comité international olympique. Oui, de toute façon, l'audience de l'e-sport grandit et la part des femmes dans cette audience explose, notamment depuis finalement le confinement. Depuis le confinement, en fait, 1 personne sur 2 qui découvre l'e-sport, 1 personne sur 2 qui rejoint l'audience de l'e-sport est une femme. Donc je dirais qu'on est à la parité dans les nouveaux venus. Historiquement, c'est plus une audience masculine, mais aujourd'hui, on estime qu'à peu près 25% de l'audience de l'e-sport est déjà féminine, ce qui est vraiment différent de ce qui se passait il y a quelques années. Ce qui est déjà énorme. Bon, on va libérer Nicolas parce qu'il a un match à aller préparer psychologiquement. Tu remplaces avec. Je prépare pas grand-chose. Tu les soutiens moralement. De performance qui fait ça très bien. Les joueurs sont dans leur bulle. Moi, je me prépare à stresser. Tu te prépares à stresser. Mais tu es un excellent joueur de CSGO quand même. Alors ça, c'est toi qui le dis, mais merci. Non, un joueur qui a beaucoup joué, mais sans talent. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Moret. Merci, avec grand plaisir. CEO de Vitality, d'être venu. On croise les doigts. Allez, on y croit. Pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous sommes en Californie, nous sommes chez Lightstorm Studios, les studios d'un certain James Cameron. Vous savez, le réalisateur de Terminator, Titanic et surtout Avatar. Et pour cause, nous sommes là pour parler du dernier gros jeu de 2023, Avatar Frontiers of Pandora. C'est parti pour un numéro très spécial. Avatar Frontiers of Pandora, c'est le fruit d'une collaboration entre Lightstorm, le créateur de la franchise Avatar, et Massive Entertainment, le studio suédois d'Ubisoft. 2 studios qui ont dû travailler conjointement en respectant une franchise et des films mondialement connus. James Cameron et John Lando ont créé l'une des œuvres les plus incroyables, épiques et immersives de l'histoire du cinéma. Avec Avatar, ils ont créé quelque chose de nouveau. Avatar est inédit. Ce film n'est pas basé sur quelque chose d'existant. C'est nouveau et c'est très excitant d'en faire partie. Un défi intéressant de design et de développement, c'est l'utilisation d'un Na'vi portant des armes. Parce que les Na'vi natifs de Pandora, comme Neytiri, vivent par la loi d'Ewa qui comporte 3 règles. Vous ne pouvez pas superposer des pierres, vous ne pouvez pas utiliser le tournement de la roue, et vous ne pouvez pas utiliser les métaux du sol.
Les armes rentrent dans cette dernière catégorie. Jake n'est pas soumis à cela. Il n'a pas besoin d'adhérer à ces règles, car il vient de la Terre. Il est un Dreamworker qui renaît comme un Navi. Mais vous ne verrez jamais Neytiri utiliser une arme. Donc c'était un défi intéressant d'essayer de comprendre comment vous, qui incarnez un vrai Navi, pouvez utiliser la technologie humaine. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Massive et tous nos différents éléments de l'histoire pour pouvoir les rassembler afin que vous, joueurs, puissiez prendre les armes. Donc nous ne nous fixions pas de limites. Il n'y avait rien auquel on ne pouvait pas s'attaquer. C'était juste un autre défi très intéressant et on a travaillé ensemble pour s'en emparer. Chaque petit élément du moteur de jeu de Massive, de leur dynamisme climatique à leur design des mondes, en passant par leur création de créatures, était de très haut niveau. Honnêtement, il n'y avait rien qu'ils nous ont apporté qui n'était pas au niveau de nos exigences et qui se faisait sentir comme quelque chose qui ne pourrait pas faire partie d'un large tableau de l'univers Avatar. Le jeu vidéo, ce sont ceux qui le font qui en parlent le mieux, et dans Multijoueur, ils ont été nombreux à se confier à nous. De Phil Spencer, le patron de Xbox, qui nous a parlé de l'avenir de son entreprise et évidemment du rachat d'Activision Blizzard, en passant par John Lando, producteur historique de James Cameron et d'Avatar, ou encore de l'acteur Cameron Monaghan pour Star Wars Jedi Survivor, on les a mis aussi à l'honneur en leur laissant la parole. Discutons de Starfield, ça a été un moment important. Combien de temps faudra-t-il pour jouer à Starfield? J'y joue depuis novembre et je n'ai pas fini. Mais ce que j'aime dans Starfield, étant donné que j'y ai beaucoup joué maintenant, c'est que vous pouvez jouer votre propre histoire. Il y a donc certaines choses que je vais découvrir, que je commence à faire, et cela peut être minime, mais je peux jouer pendant 30-40 minutes et faire ce que je veux. Ou si je veux faire l'histoire principale, je peux prendre plus de temps. Je pense que ce que les gens vont découvrir dans Starfield, c'est qu'il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire dans le cadre d'un même jeu et que cela vous donne la possibilité, en tant que joueur, de personnaliser ce jeu. Et je pense que c'est important. Bonjour Xavier. Bonjour Winder. Alors, directeur des studios français. Exactement. C'est l'année ou jamais. C'est l'année pour les studios français, c'est l'année des studios français dans la plus belle célébration du jeu vidéo qu'est la Paris Games Week. Alors, sur le stand, on l'a dit, il n'y a que des jeux made in France chez Ubisoft, qui est pourtant réputé pour faire des jeux à l'international avec des gros studios partout dans le monde. Pourquoi? C'est un choix? C'est un concours de circonstances? Exactement, c'est l'année des studios français. Pour la première fois à la Paris Games Week, 100% des jeux montrés viennent de nos studios français, de nos créations, de nos talents français. Ils travaillent évidemment avec pas mal d'autres studios dans le monde. C'est un petit peu le fer de lance de la production Ubisoft, d'être associés tous ensemble. C'est une conjonction de temps. Tous nos jeux qui étaient en développement depuis pas mal d'années sortent la même année. Mais c'est surtout une explosion de contenu, de jeux très diversifiés, entre Prince of Persia fait à Montpellier, Assassin's Creed, Mirage fait à Bordeaux, notre plus jeune studio français après 5 ans, c'est une vraie prouesse qu'ils ont réussi cette année. The Crew Motorfest fait à Lyon par exemple, et Just Dance évidemment à Paris. La série Tekken existe depuis environ 30 ans maintenant, et ce Tekken 8 est donc le nouvel épisode. Ce qui différencie le plus Tekken 8 des autres jeux de combat, c'est que les autres jeux sur le marché sont principalement en 2D, alors que Tekken est un jeu de combat en 3D. Cela signifie que les personnages peuvent se déplacer librement en 3 dimensions dans les niveaux autour des autres combattants. C'est très important car c'est l'un des rares jeux de combat à être comme ça. Hi, I'm John Landau, producer of Avatar and the Avatar sequels. We never wanted to make a video game about our movie. Nous n'avons jamais voulu faire un jeu vidéo qui raconte notre histoire. Nous racontons des histoires dans les films parce qu'elles fonctionnent pour l'expérience cinématographique. Nous voulions trouver un partenaire de jeu en qui nous pouvions avoir confiance pour réaliser un grand jeu vidéo en utilisant les atouts du monde d'Avatar et la philosophie d'Avatar. Je pense qu'il est très important pour nous que la société avec laquelle nous travaillons
accepte l'idée que les choix que nous faisons ont un impact sur les gens qui nous entourent et sur le monde qui nous entoure. Et nous devons en être conscients. L'idée d'être impliqué dans un jeu vidéo comme Frontiers of Pandora, tiré d'un film auquel j'ai participé, est très gratifiante. Cela nous donne l'occasion de partager avec les joueurs des parties du monde de Pandora que nous ne verrons pas dans les films. Et c'est très gratifiant en tant que cinéaste qui fait partie du processus créatif de ces films. Nous savions qu'ils cherchaient un partenaire parce qu'il y avait un nouveau film et qu'ils voulaient faire un nouveau jeu vidéo. Alors on s'est demandé si on devait tenter le coup. Si on devait aller pitcher notre idée. On s'est dit que oui, car le monde de Pandora est un fantastique terrain de jeu pour un jeu vidéo. Et aussi la philosophie d'Avatar, l'aspect environnemental, cette histoire de colonisation et les dégâts qu'elle engendre, l'espoir et la lutte pour sauver la nature. C'est si important, ça a résonné en nous. Alors nous avons décidé d'y aller et de voir si nous pouvions gagner leur confiance et avoir leur approbation pour nouer cette collaboration et créer une nouvelle aventure dans le monde d'Avatar. Massive nous a d'abord un peu séduit en nous montrant une démo de Pandora sur leur moteur Snowdrop. C'était il y a probablement 7 ans. Cela nous a mis la puce à l'oreille. Mais ce qui nous a vraiment convaincus, c'est quand je suis allé à Malmö, en Suède, et que je me suis assis à côté des personnes impliquées dans le jeu. Magnus Jansen, qui est ici aujourd'hui, Dieter et les autres personnes qui travaillaient dessus. Leur passion et leur volonté à embrasser notre monde étaient remarquables. Les recherches qu'ils avaient déjà effectuées, les recherches futures qu'ils envisageaient de faire, rien ne s'éloignait de nos valeurs. Dans mon esprit, le marché était conclu. Quand on s'est dit qu'on allait se lancer dans l'aventure, essayer de voir si nous pouvions faire ce jeu ensemble, il y avait cet attrait de l'équipe pour l'immersion. Un jeu en première personne, dans lequel vous iriez dans un nouveau monde étranger, dans lequel vous seriez immergé, où vous pourriez toucher des plantes, les graphismes et l'audio que nous pourrions y mettre. Et avec les équipes de Lightstorm, nous avons créé un monde qui est tellement différent des mondes habituels dans le jeu vidéo que vous êtes transporté. On a rencontré Cameron Monaghan pour qu'il nous parle justement de ce Cal Kestis et comment il le voyait, comment il l'incarnait et surtout, qu'est-ce qu'il lui avait apporté. Quelque chose qui m'a toujours frappé à propos de Cal, c'est sa résilience, sa persévérance. Vous savez, je viens d'une famille où nous étions tous très... ce qu'on pourrait appeler des cols bleus. La plupart de ma famille vient des métiers de la construction, des métiers en usine, ce genre de choses. Et nous n'avions pas grand-chose en termes de, je ne sais pas, de richesse, de confort matériel, ce genre de choses. Et je regardais ma famille travailler dur, en particulier ma mère, pour me fournir les outils pour être capable de réussir, de survivre et d'atteindre le point où je suis aujourd'hui, ce dont je suis très reconnaissant. Merci à toutes et à tous d'avoir été là pour ce premier rendez-vous de multijoueurs en 2024, mais aussi toute l'année 2023, de nous avoir suivis, de nous avoir encouragés. Cette émission, il faut aussi remercier ceux que vous ne voyez pas et qui sont derrière, Jean-David, Bastien, Séraphin et surtout Laure. Merci à eux et ils seront aussi là en ma compagnie pour prolonger l'émission et le rendez-vous multijoueur en 2024. On se retrouve très vite, jouez bien.